Bonjour et bienvenue dans la pause décoloniale, votre émission podcast dans laquelle les femmes de Kanak et Nouvelle-Calédonie parlent de décolonisation, de féminisme et conversent avec des militantes, chercheuses, femmes engagées d'ici, du Pacifique et d'ailleurs. Frayeur à chaque tapérasse alcoolisée, angoisse des coups parfois mortels, marmite balancée sous les caféiers. Encore une fuite éperdue dans le noir, sous épines ronces et sensitives, et ces fourmis électriques sur le sein allaitant notre dernier-né. Idées de suicide et autres. Car demain, de nouveau, comme si de rien n'était, à la réunion devant tout le monde, il parlera d'oppression, puis de liberté. De qui? Pour qui? Par qui? Avec qui? Tant de questions auxquelles notre pratique commune devra répondre. Poneriwa, 1980. Question. Poème de Dewe Gorodé. En guise d'introduction de cette nouvelle édition, nous vous avons proposé une nouvelle lecture d'un des poèmes de Dewe Gorodé. Nous rappelons que nous sommes toujours en période du Salon international du livre océanien, dont le thème de cette année est Femmes et paroles, en hommage à Dewe Gorodé, créatrice du silo. Ce poème intitulé Question est un écrit poignant qui nous interpelle, nous, peuple kanak, sur la cohérence entre les discours que l'on porte et notre réalité. Aujourd'hui, nous vous proposons la seconde et dernière partie de l'interview de Manouya Henrich, interrogée par Anaïs Douang-Pedika. La première partie a été diffusée sur les ondes de Jido le 4 octobre et nous avons découvert le portrait de cette autrice, chercheuse maoui, ainsi que les grandes lignes de sa thèse de doctorat abordant l'écriture multilingue de l'autrice maoui, Célestine Itiura Vaite. Dans cette seconde et dernière partie, Manouya Henrich nous parle du site internet Pacific Islanders in Publishing, Ilienne du Pacifique dans le monde de l'édition, qu'elle a co-créé avec Keala Kendall et Kealani Netani. Ce site a pour but d'amplifier et soutenir les créateurs, créatrices professionnels du monde de l'édition, originaires de la Mélanésie, Micronésie et Polynésie. Je vous laisse écouter cette seconde et dernière partie de l'interview de Manouya Henrich, interrogée par Anaïs Douang-Pedika. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Bonjour Manouya, merci d'avoir accepté de nous accorder une interview. C'est un honneur de te recevoir sur la pause décoloniale. Tu es une autrice maoui de romans jeunesse. Pendant 7 ans, tu as été une enseignante certifiée en Nouvelle-Calédonie. Tu es aussi une chercheuse spécialisée en littérature océanienne. Tu as notamment étudié à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, puis tu as obtenu un doctorat en Pacific Studies, donc études du Pacifique, de la Te Heranga Waka, Victoria University of Wellington, à Aotearoa, Nouvelle-Zélande. Tes recherches portaient sur le multilingualisme et la construction identitaire dans les livres de l'autrice tahitienne Célestine Itiura Vaite, qui a écrit la série de livres L'Arbre à pain, Frangipanier et Tiare, traduits et publiés en français par les éditions Au Vent des Îles. Tu habites actuellement en Nouvelle-Zélande et récemment tu as créé le site internet Pacific Islanders in Publishing, qui veut dire Ilienne du Pacifique dans l'édition, avec 2 autres autrices, Keala Kendall et Kealani Netane, sont respectivement hawaïennes et hawaïennes samoanes. Vous expliquez que vous avez créé ce site pour, je cite, amplifier les cultures et peuples à travers la Mélanésie, Micronésie et Polynésie dans le domaine de l'édition. Fin de citation. Dans cette deuxième partie, Manouya Henrich nous parle du site internet Pacific Islanders in Publishing, qui veut dire Ilienne et Ilien du Pacifique dans l'édition, qu'elle a créé avec 2 autres autrices, Keala Kendall et Kealani Netane, respectivement hawaïennes et hawaïennes samoanes. Vous expliquez que vous avez créé ce site pour, je cite, amplifier les cultures et peuples à travers la Mélanésie, Micronésie et Polynésie dans le domaine de l'édition. Fin de citation. Manouya, comment vous êtes-vous rencontrée avec les collaboratrices avec qui vous avez créé ce site? Alors, c'est une bonne question. Il a fallu que je réfléchisse un petit peu parce que je les connais depuis un moment. Ce sont des amis, tout simplement. On est rentrés ensemble à peu près en même temps dans le domaine de l'écriture. J'ai commencé à écrire il y a à peu près 4 ans. Et quand on s'est confronté à, tiens, comment on écrit, comment on publie, comment on accède à la publication, et ben en fait, on a fini par se rencontrer
rencontrés comme ça. Donc j'ai rencontré Keala parce qu'on était toutes les deux dans une association pour aider les auteurs et autrices asiatiques et du Pacifique à pouvoir obtenir un agent littéraire ou à pouvoir être mis en contact avec des éditeurs qui travaillent dans des maisons de publication. Et justement, Kealani a participé à un événement qu'on avait organisé la première année et elle m'avait contactée parce que elle avait vu que j'étais du Pacifique et qu'elle savait pas du tout comment ça se passait. Et donc voilà, de fil en aiguille, on a sympathisé et puis je l'ai aidé à parler de son livre, pouvoir ce qu'on appelle en anglais pitch, à créer un pitch en fait pour les agents et les éditeurs. Et du coup, Kealani a réussi à trouver un agent littéraire et elle a même pu avoir un book deal, c'est-à-dire à vendre son premier livre qui va être publié en 2024 avec le publisher Scholastic. Ah, super. Donc, vous vous êtes rencontrés vraiment dans un contexte où déjà l'entraide était là. Oui, c'est ça. Keala et moi, on était déjà investis en fait dans une démarche d'entraide avec les autres auteurs qui sont dits marginalisés, c'est-à-dire voilà, qui ont plus de difficultés à être publiés parce que le monde de l'édition est fait comme ça. Mais du coup, c'est vrai que étant du Pacifique, on s'est très vite rapprochés et voilà, de fil en aiguille. Et du coup, tu parles du monde de l'édition, mais on en vient à l'objectif du site internet. Dans le site que vous avez créé, Pacific Islanders in Publishing, votre objectif à toutes les trois, c'est de soutenir les écrivains, écrivaines, les artistes et les professionnels du monde de l'édition qui sont autochtones au Pacifique. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de vous concentrer sur les artistes et professionnels de l'édition autochtones au Pacifique? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit brièvement avant, le monde de l'édition, il est bâti sur the white supremacy, donc les auteurs qui sont la blancs, domination blanche, voilà. les auteurs qui sont blancs ont beaucoup plus de facilité d'accès à la publication. Et on va dire les choses franchement, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, c'est qu'une histoire de race et de perception, d'accord, de ceux qui sont en place et qui sont décisionnaires de quel livre on va acquérir et publier ou pas. Et donc bien sûr, les gens du Pacifique, surtout les autochtones du Pacifique, qui sont complètement marginalisés, laissés pour compte dans le monde de l'édition. Les chiffres sont complètement ridicules. Je crois qu'on est autour de 0,4% de livres publiés en 2022 sur le marché américain, qui sont des livres écrits par des autochtones du Pacifique. J'ai pas de chiffres en Nouvelle-Zélande et Australie. Là, je parle bien sûr de l'édition dans le monde anglophone. J'ai pas non plus de chiffres pour le Pacifique francophone. Et tout simplement, c'est des statistiques qui sont très très dures à obtenir. Les maisons d'édition n'ont aucun intérêt à publier ce genre d'informations ou à les rendre publiques. Et ils le font pas d'ailleurs. Donc, mais de toute manière, il suffit d'aller dans un bookshop, d'aller dans une librairie et vous allez vous rendre compte, vous allez constater très très rapidement qu'il y a très peu ou pas de livres écrits par des autochtones du Pacifique. Alors nous, notre but en tant que créatrice de ce site internet, c'est de promouvoir les auteurs et les autrices du Pacifique, les autochtones du Pacifique, pour qui l'accès à la publication est rendu très difficile par l'état actuel du secteur de l'édition. Et pourquoi? Mais parce que tout simplement, ça a un impact sur la façon dont les futures générations, dont nos enfants voient le monde. L'absence de personnages comme eux dans les livres, de personnages qui leur ressemblent, l'absence de leur culture, c'est tragique. Ils pensent en fait qu'ils sont invisibles, qui n'ont pas leur place dans des livres, ce qui est aberrant et qu'il faut que ça change. Donc voilà, je l'avais dit dans un autre épisode, par exemple, qu'il a fallu que j'aille à l'université pour découvrir un livre avec des personnages qui me ressemblent et qui ressemblent à ma famille. Aujourd'hui encore, je constate qu'il y en a très peu. Et ces choses-là, elles doivent changer pour les futures générations. Ça doit plus se passer comme ça maintenant. On peut aussi parler d'un autre problème. C'est aussi
une des raisons pour laquelle on a créé ce site, c'est l'appropriation culturelle. Le cas où des étrangers au Pacifique vont écrire à propos des autochtones du Pacifique ou à propos des cultures du Pacifique. Ils vont ancrer leur histoire et se servir en fait d'une culture qui n'est pas la leur. Je vais vous raconter une anecdote toute bête et toute récente l'année dernière. Donc j'ai une amie hawaïenne, Emalani, qui a eu un petit garçon et j'ai voulu lui offrir un livre illustré comme on peut lire, comme on peut trouver dans les librairies pour qu'elle puisse lire à son bébé, etc. ou quand il grandirait surtout. Et j'ai fait plusieurs librairies, y compris celle du musée Te Papa à Wellington, qui est un lieu culturel d'envergure. Et j'ai eu énormément de mal à trouver un livre écrit par un Pacific Islander, par un auteur ou une autrice d'origine maori ou hawaïenne ou samoane. Par contre, je voyais des livres sur la culture maori, sur la culture hawaïenne ou samoane, qui est écrit par des étrangers. Et à mon sens, ça continue de perpétuer des siècles de tradition coloniale qui, en tout cas, les éditeurs le permettent en donnant à des gens qui ne sont pas du Pacifique la possibilité de publier des histoires, des choses sur ces cultures et en utilisant ces cultures. Tout à fait. Et en plus, tout à l'heure, quand on te présente, on disait que tu étais autrice en littérature jeunesse. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est une simple observation personnelle, mais je remarque que c'est très répandu dans la littérature jeunesse, dans les livres pour enfants, et notamment aussi votre site, il a une section illustrateur, illustratrice, où les livres, les albums jeunesse sont des illustrateurs illustratrices sur le Pacifique, sur des sujets sur le Pacifique. C'est non seulement les auteurs et autrices qui ne sont pas autochtones au Pacifique, mais en plus les illustrateurs et illustrateurs qui ne le sont pas non plus. Donc effectivement, oui. Mais il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie et là je pense que c'est général au Pacifique, que ce soit ici à Aotearoa, en Nouvelle-Zélande, ou bien que ce soit en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Polynésie, c'est pareil. On cherche des livres pour enfants. Alors c'est vraiment très fréquent avec les livres illustrés pour les enfants, ce qu'on appelle en anglais picture book. L'auteur, l'autrice ne sera pas du Pacifique, ne sera pas autochtone. L'illustrateur, l'illustratrice non plus. Et donc on peut se poser la question aussi, comment peuvent-ils parler d'une culture qui n'est pas la leur et pourquoi ? Parce que les autochtones peuvent parler pour eux-mêmes. Ils peuvent raconter leurs histoires et ils ont le droit de le faire d'ailleurs maintenant. Parce que ça, c'est vraiment, c'était avant, quand les navigateurs écrivaient sur les populations du Pacifique, sur les Océaniens, en les stigmatisant, en créant, même des mythes autour de leur culture et de ces gens. C'est terminé maintenant. Il faut passer à autre chose maintenant. Et du coup, quel service vous proposez aux professionnels du monde de l'édition et aux écrivains, aux écrivaines et aux artistes de manière générale dans le monde de la publication? Dans un premier temps, on espère que le site, il permettra des lecteurs et des lectrices de trouver des livres à lire, écrits par des auteurs et des autrices du Pacifique, autochtones au Pacifique. Donc, quand vous allez sur le site, vous pouvez consulter une liste d'auteurs, d'autrices autochtones qui ont publié, on va dire grosso modo, dans les 10 dernières années et qu'on va mettre régulièrement à jour. On a volontairement choisi de faire une liste assez récente parce qu'à notre sens, les auteurs et les autrices autochtones du Pacifique qui ont publié avant, qu'on considère un peu comme la littérature classique du Pacifique, on les connaît en général. On va penser à Chantal Spitz, Dewe Gorodé et puis bien d'autres en Nouvelle-Zélande, enfin à Aotearoa, Nouvelle-Zélande, on va dire Iti Ihimaera, Sia Figiel, des auteurs comme ça. Donc notre intérêt, c'était de promouvoir une littérature aussi plus récente et notamment des auteurs et des autrices qui écrivent maintenant. Donc vous pouvez, comme tu l'as dit tout à l'heure, Anaïs, vous pouvez trouver aussi une liste d'illustrateurs et illustratrices qui sont originaires du Pacifique, des éditeurs, des éditrices, des influenceurs, si ça intéresse les auteurs et les autrices qui notamment pensent à auto-publier leurs romans, leurs ouvrages. Nous avons une partie blog qu'on va alimenter avec des ressources et des articles au fur et à mesure, donc des ressources pour les auteurs autochtones du Pacifique qui veulent se lancer dans l'écriture et qui ne savent pas trop comment s'y prendre, avec aussi des interviews d'auteurs
et d'autrices du Pacifique, des recommandations de lecture, des articles sur comment publier, comment obtenir un agent littéraire, tout un tas d'outils en fait, de choses, de questions que nous-mêmes nous sommes posées il y a 4 ans ou voilà, je sais pas depuis combien de temps Kialani et Kiala écrivent. Pour ma part, ça fait 4 ans. Mais voilà, toutes ces choses que j'ai dû chercher par moi-même, et ben on veut les centraliser, les mettre sur un site pour que ce soit plus facile pour les autres finalement. Ouais. Donc que ça soit vraiment l'endroit où toutes les ressources sont disponibles dans... Exactement ça. On voudrait que ce soit vraiment un site ressources pour les écrivains et les écrivaines, pour les lecteurs et les lectrices qui veulent découvrir plus de livres écrits par des autochtones du Pacifique, parce que on entend bien souvent il n'y a pas d'auteurs du Pacifique, mais alors ça c'est complètement faux. Si vous allez sur notre site, vous allez en voir beaucoup des auteurs et des autrices du Pacifique. Et puis aussi on voulait que cette idée là que l'auteur et l'autrice du Pacifique n'existe pas, qu'elle soit enfin terminée. Pour notre part, à chaque fois qu'on recherchait justement à promouvoir sur nos réseaux sociaux, etc., les auteurs et les autrices du Pacifique, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un travail de recherche énorme à faire. Donc, on a voulu centraliser, apporter une database vraiment avec tous ces auteurs du Pacifique qui ont écrit, ces auteurs et ces autrices qui ont publié récemment. Je donne encore une petite anecdote très rapide, mais il y a aux États-Unis le mois de mai et le mois, ils appellent ça le mois API, donc c'est Asian Pacific Islander Month. C'est un mois où ils vont promouvoir en fait les cultures asiatiques et du Pacifique. À l'origine, c'était plus concentré sur Hawaï, puisque Hawaï c'est un des États des États-Unis, tout simplement. Mais maintenant, c'est un terme qui s'est vraiment propagé pour englober tout le Pacifique. Et en fait, par exemple, quand au mois de mai, on va avoir plein de recommandations, de lectures, de listes avec 10 livres sur le Pacifique à lire, ou 10 livres écrits par des auteurs API, donc Asian Pacific Islander, à découvrir pendant le mois de mai pour promouvoir ces cultures. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas du tout d'auteurs ou d'autrices du Pacifique dessus, et que c'était essentiellement des écrivains et des écrivaines asiatiques d'une part, donc le Pacifique, le côté PI et Pacific Islander était complètement occulté, ou alors pire, que c'était des livres qui étaient écrits par des personnes qui n'étaient pas du Pacifique. Donc on faisait la promotion de ces livres en disant soutenez les écrivains et les écrivaines du Pacifique, et on mettait pas de gens du Pacifique dedans. Donc c'était assez aberrant. Notre site, il est aussi parti de ce constat-là, de cette colère un peu, de constater que il n'y avait pas de promotion, pas de soutien pour les vrais auteurs du Pacifique, autochtones du Pacifique. Et du coup, en faisant cette liste de ressources, et ces listes d'illustrateurs, illustratrices, auteurs, autrices, vous avez aussi une liste d'éditeuristes, d'anthologies. L'anthologie qui est, dans le Pacifique, il y a quand même beaucoup de textes qui sont publiés en anthologie, et d'influenceurs, d'influenceuses, et aussi de librairies qui se spécialisent dans la littérature du Pacifique, parce que du coup, c'est souvent dans ces librairies-là qui sont engagées pour la littérature du Pacifique qu'on va retrouver les titres qu'on recherche et les auteurs et autrices qu'on recherche. Donc, en ayant fait cette liste, ces différentes listes et ce travail de recherche, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, ou des choses que vous avez remarquées en faisant ce recensement et voilà? Alors, une des premières choses qui nous a marqué, c'est qu'il y a nettement plus de livres écrits et publiés par des Polynésiens et des Polynésiennes. Et là, j'entends anglophones ou francophones, pareil, Hawaï, Aotearoa, Tahiti, Samoa, Tonga, les îles Cook, que des livres écrits par des autochtones de Micronésie et de Mélanésie. Il y a vraiment un écart assez impressionnant. Donc, si vous allez voir sur notre site, vous allez constater qu'on a pas loin de 200 auteurs et autrices polynésiens, et qu'on en a nettement moins pour la Mélanésie et la Micronésie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut aborder. C'est quelque chose qu'on trouve qu'il faut dire.
il y a probablement, je ne sais pas combien il y a au total d'habitants en Micronésie, en Mélanésie et en Polynésie. Il doit y avoir moins de monde qu'en Polynésie, c'est sûr. C'est pas une raison pour ignorer et taire, entre guillemets, imposer le silence pour ces autochtones-là. Donc ça, c'est une chose qu'on a constatée. L'autre point, c'est que oui, il y a beaucoup de livres qui sont des best-sellers et qu'on pense qui sont écrits par des autochtones du Pacifique et qui sont sur les cultures du Pacifique, avec même des personnages autochtones du Pacifique qui ne sont pas du tout écrits par des Pacific Islanders. C'est un constat qu'on a fait. Ils sont finalement ils sont promus comme étant des livres écrits par des autochtones du Pacifique, alors que c'est pas le cas. Mais ça, c'est simplement pour augmenter les ventes ou voilà. Et en fait, c'est pas vrai du tout. D'ailleurs, ces auteurs-là, ces auteurs et ces autrices-là, dont je vais pas donner de nom, ils jouent un peu sur cette ambiguïté et voilà, ils savent très bien qu'ils écrivent sur des cultures qui sont pas les leurs et ils rendent pas leur identité ou leurs origines publiques. C'est intéressant ce que tu dis sur cette différence en fait entre le nombre d'auteurs et d'autrices de Polynésie comparé à la Micronésie, la Mélanésie. C'est une observation qu'on faisait nous, qu'on a fait en fait à chaque salon international. Enfin, à chaque. Ça fait d'ici quelques mois, ça fera 2 ans qu'on existe et l'année dernière on l'avait fait. On avait fait avec Book Kanaki une liste d'ouvrages, enfin de livres écrits par des femmes autochtones du Pacifique. Donc en français, qui était soit écrit en français, soit traduit en français. Cette année, on l'a mise à jour pour le silo de cette année. En faisant ce travail, moi je me suis rendu compte qu'en fait, quand les livres sont traduits, donc déjà, on a beaucoup de gratitude envers les maisons d'édition. Je pense au Vent des Îles, à Pacific Islanders Edition, qui a traduit les livres de Epeli Aofa en français, et les Petites Allées qui publient ces petits recueils de poésie. Qui a aussi traduit des poètes océaniens et océaniennes en français. Du coup, j'ai remarqué que même dans les traductions qui sont faites, ce sont surtout des traductions qui sont faites d'auteurs polynésiens et polynésiennes, donc de l'anglais au français. Donc ça veut dire que quand on pense à peut-être la littérature de Fidji, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Papouasie occidentale, elles sont beaucoup plus difficiles d'accès. Voilà. Pas traduit en français. Et donc, on retrouve même ça dans la traduction. Oui, c'est une invisibilité à plusieurs échelles. Donc, du coup, pour continuer sur cette idée de l'anglais, le site, pour le moment, il est en anglais. Est-ce que vous envisagez toutes les 3 un jour de proposer ces services en français? Alors, la traduction est en cours. La traduction du site en français, pardon, j'ai pas précisé, elle est en cours. Ça prend un petit peu de temps, il faut m'excuser, parce que c'est moi qui m'en occupe du coup. Mais oui, on va essayer ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer des passerelles, rendre la circulation de la littérature dans le Pacifique de manière générale plus fluide. On veut briser les barrières là qui existent entre les langues. Dans les langues, c'est un héritage colonial. C'est des parcelles. Voilà, les langues sont venues créer des parcelles, monter des barrières invisibles entre les îles du Pacifique. Ces barrières-là, elles n'étaient pas là avant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses à faire, traduire les romans qui sont écrits par des auteurs et des autrices du francophone pacifique en anglais et vice-versa. On va faire ce qu'on peut pour traduire un maximum, déjà le site, mais aussi après toutes les choses qu'on va mettre sur le blog pour que les auteurs et autrices autochtones du Pacifique francophone puissent aussi accéder à ces ressources. Voilà, j'espère publier. Merci beaucoup de faire ce travail parce que c'est rare qu'il y ait une volonté. Peut-être qu'il y a une volonté, mais c'est rare que il y ait les ressources pour faire la traduction en français d'habitude. Donc c'est laissé pour compte. Donc c'est super que ça soit en cours et qu'il y ait une volonté finalement de casser ces barrières coloniales de la langue entre le monde océanien dit anglophone et du coup francophone. J'avais une dernière question et c'était selon toi, y a-t-il des différences entre le monde de l'édition et de la littérature anglophone du Pacifique et francophone du Pacifique? Alors, je pense que je pense qu'il y a plus d'accès dans le monde de l'édition anglophone. Je pense qu'il y a plus
d'accès des grandes maisons d'édition et des passerelles, parce que tout simplement, il y a plus de passerelles vers le marché américain et britannique. Alors je connais pas très bien le monde de l'édition francophone du Pacifique. Je connais quelques auteurs et autrices et j'ai une vague idée de comment ça fonctionne. Il me semble que dans le Pacifique, on vend son manuscrit à une maison d'édition locales au Pacifique ou bien celles qui sont en France. Ça, c'est sensiblement la même chose dans le monde de l'édition anglophone. Simplement, il y a beaucoup plus de maisons d'édition. D'une part, à Aotearoa, Nouvelle-Zélande, par exemple, il y en a, rien que comme ça, j'en trouve une dizaine. Il y a aussi l'Australie, il y a Hawaï, il y a aussi les publishers universitaires qui jouent un gros rôle dans l'édition anglophone du Pacifique. Même si c'est vrai, ils publient des ouvrages académiques et des ouvrages généraux, mais ils font aussi de la fiction littéraire et de la poésie. Donc, à mon sens, la différence entre le monde de l'édition de la littérature anglophone du Pacifique, le monde de l'édition et de la littérature anglophone du Pacifique et francophone du Pacifique va se jouer sur l'accès. Je ne sais pas à quel point il est difficile ou pas de publier quand on est écrivain ou écrivaine francophone du Pacifique, puisque j'ai jamais essayé et que moi-même j'écris en anglais. Je pense que dans les deux cas, c'est aussi compétitif. C'est le seul point qui me vient à l'esprit là. Quelle différence pourrait-il y avoir d'autres? Il y aura forcément une différence en termes de lectorat, puisque, encore une fois, quand on publie en anglais, on peut avoir accès au marché anglophone, américain, britannique, etc. Beaucoup plus dans le Pacifique aussi, puisque le Pacifique, finalement, il est beaucoup plus anglophone que francophone. Merci pour tes réponses, Manouia, et merci de nous avoir présenté votre nouveau projet, le site Pacific Islanders in Publishing. En tout cas, on a hâte qu'il soit traduit en français, mais pas de pression. Faudra compter un mois quand même, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. En tout cas, tu peux compter sur nous pour à la pause décoloniale pour qu'on le partage une fois qu'il sera en français, et on le partagera aussi même en anglais une fois que l'épisode sera passé sur Jido. Mais en tout cas, merci de nous d'avoir répondu à nos questions donc dans l'épisode de la semaine dernière et dans cet épisode, et d'avoir pris le temps et d'avoir partagé tes savoirs et tes expériences avec nous. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et vraiment, j'espère que ceux qui nous écouteront auront envie de découvrir des auteurs autochtones du Pacifique, que ce soit anglophone ou francophone. On a les deux, on a mis un maximum d'auteurs du Pacifique de manière générale, pas que anglophone ou francophone, mais de partout. On a vraiment été à la chasse. Donc voilà, ils sont tous sur ce site, ils vous attendent. J'espère que vous allez soutenir et découvrir la richesse littéraire du Pacifique. Voilà. Merci beaucoup pour votre travail. Merci Anaïs Douang-Pédika, merci Manouia Henrich pour cette interview diffusée en 2 parties sur les ondes de Jido. Dans cette dernière partie de l'interview, nous avons découvert avec grand intérêt et grand plaisir le site Pacific Islanders Publishing, Ilienne du Pacifique dans le monde de l'édition, un site co-créé avec Keala Kendall et Keala Ninetane et qui a pour but de soutenir et promouvoir les professionnels du monde de l'édition originaires de la Mélanésie, la Micronésie et la Polynésie. Encore merci mesdames pour ce beau partage décolonial. Chères auditrices et auditeurs, nous espérons que cette interview vous a plu. Vous pourrez la retrouver publiée en 2 parties sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. À très bientôt pour une nouvelle pause décoloniale.